Rachid Nekaz, merci de nous avoir accueillis chez vous ici. Alors, comment allez-vous depuis hier? Salam alaikum, Azul Felaouen. Merci surtout d'être venu. C'est toujours un plaisir de recevoir des médias algériens ici dans le Douar, en Qaqza, dans la daïra de Aïn Mranaraoui. Salam alaikum, bonsoir à tous et à toutes qui m'écoutent. Voilà une décision vraiment, et ça n'engage que moi, d'accord. C'est une décision vraiment, je trouve que c'est une décision que je n'apprécie pas, moi personnellement. Et puis voilà, on vient de libérer un singe de sa cage, un fou d'un asile de fous. Et vous allez écouter la vidéo avec moi, et vous allez, et sûrement que vous allez partager la même opinion que moi. Des propos graves, une ingratitude, une médiocrité, des propos de fous, et tout quoi. Mais vraiment, c'est un bonhomme qui devrait être dans un cachot d'asile pour toujours, et il devrait pas être relâché. Et justement pour cette cause-là, à mon avis, écoutez, c'est des propos, une ingratitude mais incroyable. Il se prend pour qui là? Il me démenace, de fausses déclarations médicales, même le médical. On va discuter de toute façon du côté médical. Wilaya Touchlef, et je suis très heureux d'être sorti de prison, mais en même temps, je tiens d'abord et surtout à remercier la communauté des avocats algériens de toutes les wilayas. 89 avocats sont venus quotidiennement pendant ces 443 jours de détention illégale et arbitraire, à la fois à la prison de Koléa à côté d'Alger et à la prison de Obioz de Sidi Chir, donc à 700 km au sud-ouest d'Alger. Donc je suis aussi remerciant pour le soutien des Algériens des 48 wilayas, et aussi du soutien des Algériens de la communauté algérienne, que ce soit en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Asie. Donc je suis très heureux d'être libre, mais sachez que je suis libre uniquement à titre provisoire. Je n'ai pas été gracié, car je n'ai pas été jugé, je n'ai pas été condamné, donc je ne peux pas être gracié. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à être gracié. Je suis un citoyen algérien, comme 45 millions d'autres citoyens algériens, qui défend la souveraineté politique et la souveraineté économique de mon pays, et je n'accepterai jamais qu'on brade les richesses nationales du pays, que ce soit les richesses gazières, pétrolières ou en eau, à des multinationales étrangères qui exploitent nos richesses sur le dos du peuple algérien. Alors vous dites que votre sortie ne fait pas partie de la grâce présidentielle? Absolument. Ma libération est une libération provisoire. Je suis entré en prison le 4 décembre 2019 sur un coup de téléphone, et je suis sorti de prison le 19 février 2021 sur un coup de téléphone. Donc cela ne fait absolument pas partie d'une grâce présidentielle. C'est une libération provisoire qui m'a été accordée parce qu'on m'a demandé le vendredi 19 février à 19h de faire une lettre de demande de libération provisoire, et j'ai fait cette lettre à l'intention du directeur de la prison de Obioz Sidi Chir dans la wilaya d'Al-Bayad, en disant que j'ai été incarcéré de façon arbitraire et illégale depuis le 4 décembre 2019, et que j'allais porter plainte pour non-assistance à personne en danger, parce que pendant 50 jours, on ne m'a donné ni médicaments, ni fait une consultation auprès d'un spécialiste, ni amené dans un hôpital. C'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Mes avocats préparent une plainte qui va être déposée à la Cour suprême d'Alger et au Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans les prochains jours, Inch'Allah. Alors, on a su par le biais de vos avocats et puis dernièrement par votre épouse que vous étiez malade, vous avez un cancer de prostate. Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors, pour que les Algériens comprennent ma situation, sur le plan moral, je vais extrêmement bien,
car grâce au soutien de tout le peuple algérien, que ce soit ici en Algérie ou à l'étranger, cela m'a donné beaucoup d'énergie pour supporter ces 443 jours de détention illégale et arbitraire. Néanmoins, je souffre d'un début de cancer de la prostate. Ça s'appelle l'hypertrophie de la prononcée de la prostate. Ça consiste en quoi? La taille normale d'une prostate est de 24 grammes. Et ma prostate, en 50 jours, est passée de 28 grammes à 41 grammes. Ce qui signifie que le volume de l'hypertrophie de la prostate a progressé de 46% en 50 jours. Donc ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, ça va très mal. Surtout que mon dossier médical a été falsifié par la prison de Koléa. Qu'est-ce que ça veut dire, un dossier médical falsifié? Cela signifie que la prise de sang qui a été effectuée est une prise de sang non conforme. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite avec un stylo bleu. Et le taux de PSA qui a été défini, c'est-à-dire pour essayer de comprendre le niveau du cancer de la prostate, est un PSA qui ne m'appartient pas. Ça appartient à une personne dont le nom a été masqué avec un effaceur blanc. Et alhamdoulilah, après 20 jours de silence radio du directeur de la prison de Obios-Sénéchir, il a enfin daigné envoyer un comité de médecins constitué de 6 médecins, un hématologue, un oncologue, donc qui spécialise des cancers, un radiologue, un gastro-entérologue, le chef médecin de la prison de Obios-Sénéchir et un chirurgien. Et ces 6 médecins ont confirmé que mon dossier médical était falsifié. Donc, alhamdoulilah, les 3 derniers jours de la prison, le directeur a fait un travail sérieux, un travail professionnel, et c'est la raison pour laquelle je l'ai remercié, de la même façon que j'ai remercié tous les gardiens, que ce soit la prison de Koléa ou la prison de Obios-Sénéchir, pour leur humanité. Ce ne sont pas les gardiens qui m'ont fait entrer en prison, c'est une décision arbitraire. Donc ils n'y sont pour rien. Néanmoins, j'ai demandé à mes avocats de porter plainte contre le directeur de la prison de Koléa. Voilà, monsieur Nekez, vous nous parlez d'une ectopie de la prostate. Là, tu as donné une unité de mesure pour une prostate normale de 24 de poids de 24 grammes, alors que le poids d'une prostate qu'on appelle petite prostate est de 20 grammes, d'accord, et son volume est de 20 centimètres cubes environ. Ces données sont variables d'un individu à l'autre, bien sûr. Une prostate dite petite a un volume compris entre 30 et 40 millilitres et de poids compris entre 20 et 70 grammes, monsieur. D'accord? Une prostate moyenne se situera entre 40 et 80 millilitres pour un poids entre 20 et 125 grammes. Là, tu nous dis que c'est 24 grammes et ça a augmenté, inflammé de 46%. 20, disons 50%. Ce qui fait ça demande à combien? À 30, 34? C'est la normalité, monsieur. C'est la normalité. C'est la normalité. Là, tu es dans les normes. Parlons selon ce que tu nous donnes. Maintenant, parlons du traitement. Quand on a une ectopie, une hypervolémie de la prostate, on la traite avec des médicaments. Le plus normal du monde de nos jours, monsieur. Vous nous prenez pour qui? Pour des nouilles? Pour des ignorants ou des fous comme toi? Non. Ce type de médicament, la finistéride, qu'on appelle la Proscar,
et là du tessérite qu'on appelle la brocard. C'est l'abodar. OK? Elles font partie réduisant de la production de dystroïdes. Monsieur, dans le cas le plus grave, comme tu dis, quand elle prend un volume très important, de nos jours, on opère. D'accord? On opère le plus normalement du monde, et même on le fait avec une anesthésie locale. Ça, c'est après avoir donné les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants, elles contribuent au relâchement des fibres musculaires lisses de la prostate et du col de la vessie pour aider la vidange de la vessie, pour ne pas avoir cette compression. D'ailleurs, vous nous parlez de chirurgien, d'un oncologiste, d'un radiologue. Est-ce qu'on vous a fait une biopsie? Si vous prenez ça si vous avez pris ça pour un cancer, là tu l'as pas dit. Est-ce qu'il y avait un scanner? Là tu l'as pas dit. Une radio? Là tu l'as pas dit. Quelles sont les données sanguines? Là tu l'as pas dit. Le gastrologue qui est venu te voir, est-ce qu'il t'a passé une fibroscopie? Là tu l'as pas dit. T'as rien dit de ça. T'as rien dit de ça. Où est le rapport médical? Eh bien, vas-y, montre. Montre aux gens qui ont la main dans la pète pour voir exactement tes mensonges. Là, c'est gravissime ce que vous... Là, c'est gravissime. T'as mis encore une main dans la merde. L'examen de prostate, on le fait avec un toucher rectal pour voir s'il y a inflammation. Les mesures, d'où est-ce que tu as eu les mesures? Le radiologue qui est venu, est-ce qu'il t'a fait une radio? Est-ce qu'il y avait un scanner? Quelles sont les mesures de critique? Un critique diagnostique, le diagnostic différentiel. Mais c'est du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Une équipe médicale qui est venue avec 6 ou 7 médecins pour... J'aimerais bien savoir pour voir que tu es sorti en bonne santé. Parce que là, tu as déclaré une guerre de faim. Une grève de faim, mais du n'importe quoi. Mais vas-y, crève si tu veux. Tu demandes du poulet, des steaks, des fruits, du dessert. Tu te crois où? À Hilton? Sheraton? Estime-toi heureux que tu manges ce qu'on te donne, monsieur. Ça, c'est ce qu'on appelle la prison. T'es pas chez toi. Et tu critiques l'État n'a pas d'argent. N'a pas d'argent pour? Monsieur s'offre généreux à subventionner sur les prisons, à leur donner à manger. Tu es quoi? Dans un état bananier? Alors tu es le seul qui a survécu dans une prison? Les gens crevaient de faim? J'ai perdu 15 kilos. Eh bien oui, tu perds des kilos. Estime-toi heureux que t'es physiquement sorti sain et sauf, alors que tes capacités mentales, tu les as perdues. On le savait, tous les Algériens savent ça. Et là, en fin de la vidéo, tu passes à une comédie d'un psychopathe, d'un malade mental. Une comédie qui ne tient pas debout. Votre vidéo, je l'ai montré à des collègues, je l'ai envoyé à des collègues, à des confrères
N'importe quoi. C'est la honte. Rab, pourquoi ils t'ont relâché, Din Rab? Pourquoi t'ont relâché un Rab? Ils relâchent un fou comme toi dans la société, Din. Ils relâchent un fou comme toi dans la société. Tu es un danger pour l'Algérie, Rabbak. Tu es un danger pour la société algérienne. Une main étrangère comme toi, Yadin Mouk, on te relâche. Incroyable, quoi. Incroyable, mais attendez, c'est... Koléa, qui a refusé de me libérer le 4 avril 2020 alors qu'il savait que j'étais en détention arbitraire. Pendant 4 mois, il nous a privés de nourriture, de viande, de poulet, de dessert et de fruits. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une aide alimentaire d'urgence de 6 milliards de centimes pour que les 4000 prisonniers de la prison de Koléa puissent manger un minimum. On ne demande pas une nourriture d'un hôtel ni d'un restaurant, mais le minimum. Et je comprends qu'il n'y ait pas d'argent dans les caisses de l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé mon aide financière. On a su aussi que vous alliez entamer une grève de la faim hier. Alors j'ai effectivement annoncé que j'allais effectuer une grève de la faim de 29 jours pour un mois que j'ai qualifié le ramadan des libertés. Pourquoi une grève de la faim? Parce que je n'étais pas en liberté. Et la seule façon de soutenir le retour du Hirak, un Hirak professionnel, c'est-à-dire un Hirak organisé avec des leaders reconnus par l'ensemble du peuple algérien, notamment des avocats du Hirak qui ont fait un travail formidable pour venir en aide bénévolement à 300 détenus d'opinion en Algérie depuis 2 ans. Alors, la seule façon pour moi de soutenir ce Hirak, c'était d'organiser une grève de la faim que j'ai expliqué. Mais dans la mesure où j'ai été libéré hier de façon impromptue, j'ai décidé aujourd'hui de stopper ma grève de la faim parce qu'aujourd'hui, elle ne se justifie pas, mais j'appelle l'ensemble du peuple algérien à manifester pacifiquement, démocratiquement, dans le respect des lois et de façon civilisée pour que demain, il y ait un état de droit démocratique. Car je ne peux pas laisser à mon fils qui a 20 ans un pays où on enferme les gens sur un coup de téléphone et on les libère sur un coup de téléphone. Et les 45 millions d'Algériens veulent laisser à la prochaine génération un état de droit démocratique qui protège à la fois les libertés privées et les libertés publiques. Et c'est le sens de mon appel à un Hirak pacifique, civilisé, pour que dans le cadre d'un consensus, d'un accord à la fois avec le président et avec l'armée, il y ait la constitution dans un mois, c'est-à-dire le 19 mars prochain, c'est le jour de la victoire, en hommage aux accords d'Évian qui ont permis l'indépendance de l'Algérie, pour qu'il y ait la constitution d'un gouvernement de transition de la République algérienne, constitué principalement d'avocats du Hirak et de technocrates dans le domaine économique et financier pour mettre fin à la crise sociale et à la misère sociale que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est un projet politique qui doit aboutir après un mois de Hirak professionnel, avec des vrais leaders, des avocats du Hirak, et bien sûr avec l'envie d'enfin constituer un état de droit démocratique en Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier discours du chef de l'État? Vous savez, le chef de l'État, il fait ce qu'il peut. Mais malheureusement, c'est peu. En l'entendant, j'ai compris qu'il n'avait pas de carte blanche pour gérer ce pays. Son état de santé aujourd'hui ne lui permet pas d'assumer ses fonctions de président de la République. C'est la raison pour laquelle je propose de tenir compte de cette réalité médicale et que le chef de l'État devienne un arbitre qui laisse carte blanche un gouvernement de transition de la République algérienne pendant 12 mois, le temps de mettre en place des institutions démocratiques qui garantissent les libertés publiques et les libertés privées du citoyen algérien pour que plus jamais on enferme des gens
sur un coup de téléphone et pour que plus jamais on libère des gens sur un coup de téléphone. Donc je crois que la meilleure position du président de la République doit être une position d'arbitre, parce qu'on voit bien qu'il ne peut ni être sur le terrain, ni gérer le plus grand pays d'Afrique. Donc je crois que pour des raisons de stabilité, il faut respecter son mandat de président, mais que pour des raisons d'efficacité politique, d'efficacité économique, que le pouvoir légal soit transféré d'ici un mois, un gouvernement de transition de la République algérienne, pour que dans un an, il y ait à la fois des élections présidentielles, des élections législatives, et que le meilleur des candidats ou le meilleur des partis gagne à la faveur de son programme politique, économique, social et culturel, Inch'Allah. Quelle est la chose à laquelle vous avez le plus pensé pendant votre incarcération? Je ne vous cache pas que j'ai pensé beaucoup à mon fils, parce que j'ai un seul fils, qui entame des études de droit en Californie et qui était très inquiet. Et j'ai beaucoup pensé à ma femme, bien sûr, Cécile, qui a fait une vidéo très émouvante, et je crois que le peuple algérien l'a appréciée. Elle n'a jamais voulu intervenir dans les débats publics algériens, parce que je lui ai toujours dit de ne pas s'en mêler, pour éviter que des gens puissent mal interpréter son intervention. Mais là, pour des raisons médicales, elle est intervenue, et je tiens à la remercier du fond du cœur. Et en même temps, ce qui m'a donné l'énergie pour supporter cette détention arbitraire et illégale, c'est le soutien massif à la fois de la jeunesse algérienne et du peuple algérien, que ce soit dans les 48 wilayas, que ce soit à l'ouest, à l'est, dans le sud, dans le centre du pays, et bien sûr le soutien de la communauté algérienne à l'étranger. Vous savez, quand vous êtes à l'isolement, comme c'était mon cas pendant 8 mois, où j'étais coupé de tout le monde, heureusement que les avocats, les 89 avocats qui viennent de toutes les wilayas, m'ont apporté des nouvelles de soutien du peuple algérien. Vous savez que je n'avais même pas accès aux informations dans la prison de Obéocé-Déchir. Et ce sont les avocats qui étaient les seuls habilités à être le trait d'union entre ma situation des détenus et la situation du pays et du peuple algérien. Donc, est-ce que vous étiez isolé ou vous étiez avec d'autres détenus? Alors, les 13 premiers mois où j'étais à Al-Qoli'a, les 8 premiers mois, c'était l'isolement total. J'étais tout seul dans un box où il y avait 8 cellules vides. Et à partir du 4 août, on m'a mis avec le journaliste très courageux, et je tiens à le saluer, Khaled Darani, qui vraiment a fait preuve d'une amitié, d'une fraternité, d'une intelligence, d'une sensibilité extraordinaire. Et le fait qu'il ait été condamné injustement à 2 ans de prison, pour moi, c'est un désaveu terrible par rapport au combat qu'ont mené 1,5 million d'Algériens, et qui se sont sacrifiés non seulement pour l'indépendance algérienne, mais pour les libertés du peuple algérien. Et je tiens vraiment à lui rendre hommage, parce qu'il a fait preuve d'un courage exceptionnel. Et j'étais aussi avec le youtubeur Arf Meshakra. Vous savez que par le passé, on a eu des différends, notamment à travers une chaîne de télévision. Mais on a eu le temps de s'expliquer pendant ces derniers mois. Et il a présenté cette excuse et je lui ai pardonné. Vous savez, dans l'islam, il faut apprendre à pardonner. Et je crois que c'est une leçon qu'on doit appliquer dans notre discours, dans notre conscience collective. Et j'ai l'impression, puisqu'il n'y a que des Algériens en Algérie, que si nous voulons passer à une nouvelle étape, si nous voulons vraiment instaurer une démocratie en Algérie, sans faire peur à qui que ce soit, sans essayer de mettre en prison qui que ce soit, je crois que c'est impératif, même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable, même si pour certains c'est inadmissible, qu'on fasse voter une loi d'amnistie pour qu'on puisse passer un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie. La France est restée 132 ans. Elle a tué, pendant ces 132 ans, plus de 4 millions d'Algériens. Allah yarhamou. On lui a pardonné lors des accords d'Évian. Pendant la décennie noire, il y a eu 250 000 Algériens qui ont été tués injustement.
des innocents, et 18 000 disparus, dont personne aujourd'hui ne sait où ils sont. Et on a pardonné aux criminels des deux camps. Je crois qu'aujourd'hui, pour la troisième fois et pour la dernière fois, il faut pardonner à ceux qui ont à la fois bradé les ressources énergétiques du pays, qui ont pris dans les caisses de l'État et appauvri le pays, mais je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. Et c'est un message que j'envoie à l'armée algérienne. L'armée algérienne est une institution fondamentale de l'État algérien. Personne ne remet en question l'institution militaire algérienne. Et personne dans le monde entier ne remet en question l'institution militaire de façon générale. L'armée algérienne n'a pas à s'inquiéter. Elle doit, je crois, aujourd'hui, rester et inscrire ses actions dans le cadre de la légalité constitutionnelle, avec un budget garanti, comme cela est le cas au Nigeria. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a eu un accord entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Cet accord dit la chose suivante. Les militaires ont un budget de 25% des réserves pétrolières. Je crois que pour rassurer l'institution militaire, pour qu'elle reste dans son rôle militaire, il est aujourd'hui important de négocier un accord comme au Nigeria, de dire à l'armée que personne ne va remettre en cause son rôle dans la Constitution, que personne ne va essayer de juger qui que ce soit et qu'elle aura un budget garanti. Et c'est la seule façon qu'il y ait un pouvoir civil et non un pouvoir militaire. Pouvoir civil, ça ne signifie pas que les militaires vont être exclus de la Constitution algérienne. Bien au contraire, le peuple algérien respecte l'ALN. C'est grâce à l'ALN que l'Algérie a acquis l'indépendance. Mais aujourd'hui, l'ANP, grâce à sa mission salvatrice pendant la guerre de libération, doit, je crois, se cantonner à son rôle constitutionnel, ne plus occuper l'espace médiatique comme elle le fait aujourd'hui, car ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'armée nationale populaire est de sauvegarder les frontières, et je tiens à rendre hommage à tous les soldats algériens. Je dis bien les soldats algériens, El Jounoud, qui protègent nos frontières et que personne ne montre à Exem, à Janet, à Tindouf, à Elizi, à Bachar, au Gateom Saha. Je leur rends hommage. Mais je dis à l'état-major algérien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, profitons de ce Hirak Moubarak pour enfin établir une nouvelle constitution qui respecte l'armée algérienne, qui lui garantisse un budget défini, mais de grâce, ne faisons rien pour couper le lien historique entre l'armée et le peuple algérien, mais de grâce, pas d'instrumentalisation de l'armée à des fins politiques. Et encore une fois, personne ne remet en cause le rôle de l'armée dans la constitution algérienne. Yassine Mebarki, Lounès Hamzi, Jamal Azaïm, Mohamed Baba Nedjar, Gdiri, il y a encore beaucoup de prisonniers d'opinion qui sont en prison. Un mot sur ces prisonniers d'opinion qui croupissent encore en prison. Vous savez, j'ai publié 7 mois avant le Hirak, un livre qui s'appelle La dictature de Bouteflika. Je suis le seul en Algérie à avoir eu le courage de condamner de la façon la plus ferme, la plus rigoureuse, la plus documentée, le régime dictatorial du président Bouteflika. À l'époque du président Bouteflika, il y avait une espèce d'intelligence. On ne mettait pas en prison les détenus d'opinion. Et je crois que nous avons régressé malheureusement. Pourquoi nous avons régressé? Malheureusement, nous avons un ministre de la Justice qui s'appelle le dénommé Belkacem Zarmati, qui a été nommé de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime le 31 juillet 2019 par un président par intérim qui s'appelle Abdelkader Ben Salah.
Ce ministre de la Justice, que j'ai défini comme un délinquant constitutionnel, a décidé d'un mouvement de nomination de juges et de procureurs illégal. Ces juges nommés illégalement ont procédé à 300 arrestations et à 300 mandats de dépôt de détenus d'opinion de façon illégale, parmi lesquels les 90 détenus d'opinion qui ont été libérés hier, dont ma personne. Mais malheureusement, il y reste encore des détenus d'opinion en Algérie. Il faut les libérer. Et si tous les détenus d'opinion ne sont pas libérés, le 26 février prochain, mes avocats, que je tiens à remercier, vont déposer une plainte auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour détention illégale, détention arbitraire, abus de pouvoir contre le délinquant constitutionnel, le dénommé Belkacem Zarmati. C'est inadmissible pour un ministre qui connaît la loi d'avoir accepté un poste en violation des articles 102 et 104 de la Constitution algérienne. Si ce dénommé délinquant constitutionnel, Belkacem Zarmati, ne libère pas d'ici le 26 février, il aura une plainte auprès des Nations Unies et il aura aussi une plainte à partir des tribunaux espagnols. En Espagne, il y a ce qu'on appelle la compétence universelle. Ce dénommé Belkacem Zarmati sera jugé et sera condamné. Et le monde entier saura que ce monsieur a été nommé de façon anticonstitutionnelle, de façon illégale et de façon illégitime. Voilà ce que j'ai à dire sur ces prisonniers politiques et je demande le soutien de l'ensemble du peuple algérien pour demander ensemble leur libération. Car nous ne voulons pas d'une dictature en Algérie, nous nous battons pour un véritable état de droit démocratique comme Abdel Ramadan, comme le colonel Amirouche, comme Zabana, comme الحربي بالمهيلي comme حسيبة بالمعلي comme جميلة بوحيرة يعطيها الصحة ويطول في عمرها إن شاء الله. Et c'est le sens de notre combat et c'est la raison pour laquelle j'appelle le peuple algérien à manifester pacifiquement jusqu'au 19 mars prochain, le temps que le président de la République, le temps que l'armée puisse comprendre ce message du Hirak populaire al-Moubarak et qu'enfin il y a un état de droit démocratique en Algérie, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours? Alors dès dimanche, j'irai à l'hôpital de Chlef pour refaire les analyses de sang, les analyses du PSA de la prostate et rencontrer un urologue pour voir si je dois me faire opérer ou pas. Car il faut savoir que j'ai perdu 14 kilos à cause de la maladie.